Bonjour à nouveau. Notre aventure en Terre du Milieu reprend là où nous l'avions laissée. Dans le premier épisode, nous avons parlé de l'acquisition des droits des livres, des difficultés à convaincre les studios, de l'ampleur de la production et du casting des acteurs. Dans cet épisode, nous allons aborder les choix cinématographiques qui ont défini la caractéristique de la trilogie, les difficultés rencontrées pendant le tournage, ainsi que son impact, tant dans le domaine des effets visuels numériques que dans le paysage culturel. Si vous êtes prêts, c'est parti. L'un des plus grands défis de Peter Jackson était de représenter correctement la taille des Hobbits. Ces êtres ne sont pas des enfants, mais ils mesurent environ la moitié de la taille d'un humain adulte. Leur stature étant l'une de leurs caractéristiques déterminantes et jouant un rôle clé dans la création de leur statut de victime, Jackson devait trouver un moyen de les faire paraître plus petits que les autres. Pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, cet effet était entièrement pratique. Jackson a utilisé une technique traditionnelle de perspective forcée pour créer l'illusion qu'un acteur était plus petit qu'un autre. Cela impliquait d'utiliser des accessoires de différentes tailles, comme des chaises ou des gobelets, et de positionner soigneusement un personnage comme Frodon par rapport à un autre personnage de taille normale, donnant ainsi l'impression que deux acteurs de taille similaire étaient en réalité de taille très différentes. Comme la perspective forcée reposait souvent sur des angles de caméra très spécifiques, le Seigneur des Anneaux a utilisé des plateaux mobiles qui changeaient de position en synchronisation avec la caméra, maintenant ainsi la même sensation de perspective tout au long de la prise de vue. Pour les scènes où les Hobbits n'avaient pas besoin d'interagir directement avec des personnages plus grands, les Hobbits étaient filmés séparément et tout était assemblé en post-production. L'utilisation de doublures était également cruciale dans les scènes avec des Hobbits. Pour les plans rapprochés des autres personnages, on utilisait des doublures de petite taille pour les Hobbits, et pour les plans rapprochés des Hobbits, on utilisait des doublures de grande taille pour les autres personnages. Les deux méthodes étaient laborieuses et chronophages, nécessitant soit des séances de tournage à double longueur, soit la création de plateaux complexes et nécessitant des manœuvres minutieuses. C'est pourquoi Jackson a modifié son approche pour la trilogie Hobbit. Pour la nouvelle série, Peter Jackson a abandonné l'idée de filmer les scènes de Hobbit séparément et a plutôt choisi de filmer deux acteurs séparés sur deux plateaux distincts en même temps. Mais c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Pendant le tournage de la Communauté de l'Anneau, les inondations de Kingstown en 1999 ont forcé la production à tourner dans le cours de squash d'un hôtel local. Comme il n'y avait aucune autre scène pouvant être filmée, Peter Jackson a choisi de sauter vers le retour du roi et de tourner une scène sur les escaliers périlleux de Cirith Ungol. Les escaliers raides et étroits étaient si petits que l'équipe a construit un petit décor à l'intérieur du cours de squash et le tournage a pu continuer. Avant même qu'Andy Serkis ne soit choisi pour le rôle, les plans de Sean Astin, Sam, furent filmés en premier, celui-ci devant exprimer une grande tristesse alors que Frodon, manipulé par Gollum, lui dit de rentrer à la maison. Le lendemain, alors qu'il se préparait à filmer les plans d'Elijah Wood, Frodon, le temps s'est amélioré et l'équipe est retournée tourner les scènes de la Communauté de l'Anneau. Il ne filmerait les plans de Frodon qu'un an plus tard. Ainsi, dans le montage final, les allers-retours entre Frodon et Sam reflète une année entière de production. Cette scène, développée de manière improvisée sur le moment, a également inspiré Jackson à tourner les trois films de manière cohérente. La voix effrayante du Nazgûl était celle de Fran Walsh, la co-scénariste, coproductrice épouse de Peter Jackson. L'équipe du son avait du mal à trouver un son satisfaisant pour ces serviteurs du mal de la Terre du Milieu, chargés de traquer l'anneau unique. Jackson, ayant besoin d'un cri aigu, a pensé que Walsh pourrait le fournir. Après quelques enregistrements, l'équipe du son a réussi à obtenir le perçant cri du Nazgûl. L'équipe du son a conçu d'innombrables sons pour la Terre du Milieu. Ils ont utilisé des cris de phoques pour les orques et des rugissements d'otaries pour les plus grands Uruk-hai. Pour les trolls des cavernes, ils ont utilisé des sons de lynx et des grognements de morse. Pour l'araignée Shelob, un mélange de sons de vapeur et de sifflements de crocodile a été utilisé. Pour le Balrog, ils ont ajouté des bruits de grattage de charbon ardent pour donner à la créature une qualité rocheuse. Les versions longues des trois films durent au total 11 heures et 55 minutes, générique inclus. La trilogie contient plus de 2000 morts de personnages et 2827 plans d'effets visuels. Le tournage des trois films a duré 274 jours, battant le record d'Apocalypse Now, mais le département des miniatures a travaillé sur la production pendant plus de 1000 jours. Les ateliers Weta ont produit environ 48 000 accessoires individuels. Cela comprenait seulement 1800 paires de pieds de Hobbits pour les 4 Hobbits principaux, 19 000 costumes créés par 40 costumiers et des milliers d'épées et d'armes. 40 versions différentes de l'anneau unique ont été produites, dont une version extra large pour les gros plans.
Pour créer les armures de mailles légères, 12,5 millions d'anneaux de plastique individuels ont été préparés et cousus à la main par seulement 2 fabricants qui ont perdu leurs empreintes digitales pendant la production. Lorsqu'Andy Serkis a été choisi pour incarner Gollum, sa voix était exactement ce que les producteurs voulaient. Serkis a conçu sa performance de Gollum en s'inspirant d'un chat, et s'est inspiré du bruit que faisait son chat en recrachant une boule de poil pour la tous iconique de Gollum. La voix rauque de Gollum était très éprouvante, alors Serkis a conçu un mélange à base de miel chaud, de gingembre, de citron et d'eau, qu'il a appelé le Gollum Juice pour apaiser sa gorge. La production s'est rapidement rendue compte qu'elle avait besoin de bien plus de Serkis, car son interaction avec les acteurs sur le plateau était la clé du réalisme du personnage en images de synthèse. Au début du tournage, Serkis portait simplement un pyjama blanc rembourré pour pouvoir courir à 4 pattes sur les rochers. L'équipe des effets visuels a dû refilmer Serkis une seconde fois dans une combinaison de capture de mouvement et remplacer entièrement sa performance précédente par la nouvelle point à UFUR, et à mesure que les techniques d'effets visuels évoluaient pendant la production, la capture de mouvement s'est également améliorée. Et Le Seigneur des Anneaux est devenu la première production de l'histoire à filmer simultanément des acteurs en chair et en os et des acteurs en capture de mouvement. Le succès de la trilogie a également joué un rôle crucial dans le lancement de la renaissance des films geeks au début des années 2000, aidant à ouvrir la voie à une série d'autres adaptations de romans fantastiques renommés, comme Le Monde de Narnia 2005 et À la croisée des mondes 2007. Ce succès a également montré que la fantasy n'était plus réservée à un public de niche et a ouvert la voie à des films comme Stardust, Blanche-Neige et le Chasseur, Le Shop des Titans, ainsi qu'à des séries télévisées comme Game of Thrones HBO, Les Chroniques de Shannara MTV et La Légende de Seker. Leur style de production ont même été imités par d'autres blockbusters au profil tourné en simultané, comme Matrix Révolution, Matrix Reloaded et Pirates des Caraïbes. Le coffre de la mort jusqu'au bout du monde. Bien que cela ne soit pas nouveau pour l'industrie cinématographique, le risque pris par New Line pour développer un concept non testé est vraiment remarquable. Ces livres lus dans notre jeunesse sont devenus des pièces maîtresses de la culture populaire. Alors que des romans et séries fantastiques comme les Chroniques de Shannara de Terry Brooks, la série Le Trône de Fer de George R.R. Martin et la série La Roue du Temps de Robert Jordan gagnaient de nouveaux lecteurs, des œuvres comme les Chroniques du Trône fendu de Brian Stavley et les archives de Rochard de Brandon Sanderson ont commencé à combler le vide avec de nouvelles épopées fantastiques à explorer. Être obsédé par un roman de fantasy vieux de plusieurs décennies, jouer à Donjons et Dragons ou faire du cosplay lors de conventions est soudainement devenu cool. Les jours où les gens s'étonnaient de la durée de chaque film, 3 à 3 heures et demie, sont révolus. Maintenant, regarder une série télévisée de 10 heures d'affilée est monnaie courante. 20 ans après sa première sortie en salle, la trilogie perdure grâce au marathon de visionnage et aux mèmes intarissables du genre One Does Not Simply. Aucun autre projet depuis la trilogie du Seigneur des Anneaux n'a semblé avoir le même impact culturel. Elles sont arrivées au bon moment, au bon endroit. Elles ont fourni cette expérience culturelle massive que seules des productions comme Star Wars ou Star Trek avaient réussi à offrir jusqu'alors. Un phénomène culturel ne se fabrique pas facilement. Tout doit sembler juste. Le meilleur exemple en est la propre série Hobby de Jackson. Bien que la série ait performé au box-office, elle n'a jamais eu le même impact mondial que les films qui l'ont précédée. Une partie de la raison tenait au matériel source. Là où Le Seigneur des Anneaux avait plus qu'assez de matière pour fonctionner, le Hobby donnait l'impression, selon les propres mots de Bilbo, d'être comme du beurre étendu sur trop peu de pain. Hollywood a tiré des leçons du succès de la trilogie et aujourd'hui, chaque série de films est désireuse de créer son propre univers cinématographique. À une époque où nous sommes obsédés par les univers cinématographiques super connectés, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Jackson nous rappelle parfaitement que, peu importe nos efforts, ces histoires ne peuvent pas être conçues, et que parfois, l'expérience cinématographique est tout simplement magique.